À la base, ça ne devait même pas être un film, ni même une saga. Hello, moi c'est Cindy de Sur mon canapé et aujourd'hui je vais te parler d'une saga d'horreur culte qui nous a tous traumatisés, Destination Finale. On va voir comment cette saga est née, pourquoi elle est si efficace et ce qui nous attend avec la sortie du prochain film. Tout commence à la fin des années 90 quand Jeffrey Reddick, un fan hardcore de la série X-Files, écrit un scénario destiné à un épisode de la série. L'idée, c'est qu'un personnage évite un crash d'avion grâce à une prémonition. Mais ensuite, il se retrouve traqué, non pas par un tueur ni par un monstre, mais par la mort elle-même. Ce script, jamais produit, atterrit entre les mains des deux figures phares de X-Files, James Wong et Glenn Morgan. Eux, directement, ils flairent le potentiel d'un long métrage. Ils retravaillent l'histoire pour en faire un film à part entière, sans aliens ni agents du FBI, mais ils gardent quand même l'ambiance un petit peu de la série. Le résultat, c'est Destination Finale sorti en 2000. Un film qui bouscule les codes du slasher en éliminant toute figure classique de tueur. Pas de masque, pas de couteau. La mort est l'ennemi invisible, à la fois implacable, créative, mais surtout inarrêtable. Le concept est aussi simple qu'efficace. T'échappes à la mort une fois, mais elle revient pour te remettre dans l'ordre du destin. Et c'est là que tout change. Ce n'est plus qui va tuer qui, mais comment la mort va tuer. Un point de départ original qui va transformer ce film isolé en une véritable saga culte. Adulé par ses morts spectaculaires, son humour noir et son regard tordu sur le destin et le hasard. En 2000, Destination Finale débarque dans les salles avec une promesse simple. Faire flipper les gens avec des situations du quotidien. Et dès les premières minutes, le ton est donné. La scène d'introduction est restée gravée dans l'imaginaire collectif. Alex, un ado, a une prémonition ultra réaliste d'un crash d'avion juste avant le décollage. Entre les cris, les flammes, le fuselage déchiré et les visages figés dans l'horreur, cette séquence est presque trop réelle. C'est une entrée en matière qui met tout de suite le spectateur en alerte. Ce sera ça, la marque de fabrique de la saga. Des morts brutales, stylisées, mais jamais gratuites. Ce qui rend Destination Finale unique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet domino. Chaque mort est une cascade millimétrée d'événements. Une tasse mal posée, une fuite d'eau, un fil dénudé, une fenêtre ouverte, et boum. Ce ne sont plus les personnages qui créent le danger, c'est l'environnement qui devient hostile par essence. Les spectateurs, eux, deviennent complices. On guette le moindre objet suspect, on anticipe, on stresse, on se trompe. Puis la mort arrive d'un angle inattendu. Et c'est ce suspense qui rend les scènes marquantes. Le film nous transforme en détective de notre propre anxiété. Ce qui rend le tout plus angoissant, c'est qu'il y a des règles, un ordre. La mort a un plan précis, une certaine organisation. Chaque survivant est condamné à son tour, à moins de briser la chaîne. Mais est-ce vraiment possible? Le film sème le doute. Les personnages cherchent à comprendre et manipulent les règles. Mais à chaque fois, la mort semble avoir un coup d'avance. L'idée géniale ici, c'est qu'on transforme un concept philosophique, donc le fait que la mort est inéluctable, en structure narrative. Destination Finale joue sur une peur très primaire, celle de ne pas avoir le contrôle. Pas de monstre qu'on peut fuir, pas de tueur qu'on peut arrêter. Ici, même si tu te caches, même si tu es innocent, tu finiras par y passer. Le film fait le pari audacieux de rendre la mort impersonnelle, mais omniprésente. Elle n'a pas d'émotion, elle corrige simplement une erreur dans le système. Et c'est là que le film devient plus qu'un simple slasher. Il nous confronte à cette vérité dérangeante de la mort peut être absurde, aléatoire, injuste, et pourtant inévitable. C'est ce mélange de destin, d'ironie de sort et de mécanique froide qui donne le ton entre thriller, horreur et satire. Au fil des volets, Destination Finale a suivi une règle simple. Plus de morts, plus de chaos, plus de moyens. Mais à trop jouer avec la mort, la saga a-t-elle fini par perdre un peu de sa magie? C'est ce qu'on va découvrir. Dans Destination Finale 2, la scène de l'autoroute, on va pas se mentir, cette scène a traumatisé une génération entière. Des bûches qui rebondissent, des freins qui lâchent, des voitures qui explosent, tout ça en plein jour sur une autoroute banale. Résultat, encore aujourd'hui, j'ai du mal à conduire derrière un camion chargé de bois. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi. Bref, c'est pas juste une scène d'ouverture, c'est une leçon de mise en scène du chaos, où chaque détail compte, chaque milliseconde de latence devient fatale. Ce deuxième film ajoute une nouvelle couche, le lien avec les survivants du premier volet. La mort n'oublie pas, elle répare son design, mais ses erreurs, elles, créent des ramifications. L'idée du plan de la mort devient plus complexe, presque mathématique. C'est là que la saga commence à jouer avec la notion d'héritage, avec la notion de karma. Destination Finale 3 avec l'accident des montagnes russes. Encore une fois, une intro culte. Cette fois, c'est une virée entre ados dans un parc d'attractions qui tourne à la catastrophe. Et franchement, qui n'a jamais repensé à ce film en montant dans un manège? La tension monte doucement, les petits signes sont là. Puis ensuite, c'est l'hécatombe. Une séquence ultra rythmée, efficace, encore une fois, qui joue sur une peur basique mais universelle.
perdre le contrôle dans un lieu du quotidien, dans un lieu censé être fun. Ce volet introduit un nouveau gimmick, les photos prémonitoires. Chaque cliché contient un indice visuel, parfois évident, parfois tiré par les cheveux, sur ce que pourrait être la prochaine mort. C'est à la fois kitsch et brillant. Le film invite le spectateur à jouer, qui ajoute une couche quasi ludique à l'horreur. C'est aussi l'un des derniers volets où le concept arrive encore à se renouveler sans tomber dans l'excès. Destination Finale 4 avec l'accident du circuit automobile. Ici, tout est trop numérique, trop bruyant, trop rapide. On perd cette tension qui faisait la force des premiers, remplacée par un festival d'explosions de CGI très mal vieilli. L'intro, elle est censée choquer, mais on n'y croit pas vraiment. On est loin du réalisme glaçant de l'autoroute ou des montagnes russes. C'est dans ce film que le schéma commence à se répéter trop mécaniquement, à être trop prévisible. Les morts sont moins inventives, les personnages sont plus creux, et surtout, les spectateurs réussissent à deviner d'avance ce qui va se passer. C'est un peu le moment creux de la saga où on sent qu'elle a besoin de se réinventer ou de s'arrêter. Mais en 2011, Destination Finale 5 revient avec l'accident du pont suspendu. Ce film réussit là où le 4 avait échoué. Revenir avec une tension et une anxiété visuelle. Et chaque mort devient un mini-spectacle atrocement précis. Les effets sont plus sobres, mieux intégrés, et on ressent à nouveau cette sensation de « ça pourrait m'arriver ». Sans spoiler, même si ça fait plus de 10 ans, ce film contient un twist excessivement jouissif pour les fans de la série. Un rebondissement qui redonne tout sens à la chronologie de la saga et qui transforme ce qui semblait être comme un simple préquel en pièce maîtresse du puzzle. C'est malin, c'est bien pensé, la boucle est bouclée. Mais pourquoi ça marche toujours? Pourquoi même après 5 films et bientôt un 6e, on continue de sursauter et de devenir parano en mettant son grippin en marche? La grande force de la saga, c'est de transformer les objets du quotidien, les objets banals, en armes de destruction massive. Une plaque en verre, une vis mal serrée, un gobelet de café, un tapis de gym, tout peut être fatal. Et contrairement à beaucoup de films d'horreur où on fuit un tueur dans une ruelle sombre, ici on ne peut rien fuir. Tout devient une menace. Résultat, Destination Finale ne fait pas peur parce qu'elle est irréaliste, elle fait peur parce qu'elle rend le réel flippant, réaliste, plausible. C'est un peu comme si la saga nous disait « t'es pas en sécurité, nulle part et surtout pas chez toi ». Chaque film devient un jeu de pistes où on te montre un câble tendu, une plaque qui glisse et toi tu fais ton enquêteur du dimanche, prêt à deviner la prochaine mort. Mais souvent, cette mort-là, elle arrive d'un endroit totalement inattendu. Parce que la saga maîtrise à fond le faux suspense. Elle te montre un piège A, puis un piège B et te tue avec le piège Z. C'est frustrant mais incroyablement malin. C'est cette mécanique presque sadique qui garde le public en alerte, même après plusieurs volets. Après plus de 14 ans de silence, la mort prépare son grand retour. Un nouvel opus arrive en mai, inspiré d'une idée de John Watt, le gars derrière Spider-Man No Way Home. Bref, ça sent l'envie de dépoussiérer la formule tout en gardant ce qui fait la saga. Grande émotion pour les fans, Bloodlines verra le retour du croque-mort, interprété par Tony Todd. Présent dans le premier, deuxième et 5e film, son personnage est bien plus qu'un figurant lugubre. Il est littéralement la voix de la mort. Dans la saga originale, son rôle est essentiel, mais énigmatique. Il explique sans jamais trop révéler les règles du plan de la mort. Il met en garde les personnages, mais sans jamais intervenir directement pour les sauver. Et il incarne la fatalité, calme, inévitable, presque bienveillant tout en gardant sa froideur. Contrairement à un méchant classique, il ne poursuit pas les héros. Il est là pour leur rappeler qu'on ne peut pas échapper à son heure, quoi qu'on tente. Son aura, son phrasé grave, ses apparitions toujours ultra symboliques ajoutent une dimension mystique à l'univers de Destination Finale. Sans lui, la mort aurait été une simple série d'accidents absurdes. Grâce à lui, elle devient une force naturelle aux allures quasi poétiques. Tony Todd est décédé le 6 novembre 2024, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma de genre. Ce 6e film sera sa toute dernière apparition dans le rôle du croque-mort. On espère donc que Destination Finale Bloodline saura lui rendre hommage dignement en exploitant pleinement tout ce que son personnage représente. On croise les doigts aussi pour que ce 6e opus ne soit pas juste une copie gore de plus, mais bien un renouveau audacieux qui continuera à nous faire sursauter dès qu'un ventilateur tournera plus vite. Et voilà, tu connais tout sur la saga Destination Finale. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien louper. Il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Et pour encore plus de critiques séries, rejoins-moi sur Instagram et TikTok. C'est là où je suis le plus active. Dis-moi en commentaire quelle mort dans la saga t'a le plus marqué. Je vais d'ailleurs faire un short avec un classement des morts qui m'ont moi le plus marqué. J'ai hâte de lire vos réponses et de voir si on a tous les mêmes traumas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.